Je m'appelle Julia Bennett. J'ai 18 ans, et je me suis effondrée avant de pouvoir prononcer le discours de major de promotion, que j'avais passé 6 mois à écrire. Ma famille n'était pas venue à la remise des diplômes, car ils avaient des projets plus importants à Nashville. Je me souviens d'avoir vu 3 sièges vides au premier rang, d'avoir entendu mon nom être annoncé, et de m'être forcée à avancer vers le pupitre, pendant que la pièce tanguait sous mes pieds. Ensuite, les lumières se sont divisées en traînées blanches. Mes genoux ont heurté la scène, et chaque son a disparu. L'hôpital a appelé mes contacts d'urgence 48 fois. Personne n'a répondu. Ni lorsque les médecins ont découvert un rythme cardiaque irrégulier. Ni lorsqu'ils ont eu besoin d'un consentement pour une intervention. Ni même lorsque j'ai été transférée en soins intensifs. Pendant 3 jours, les personnes qui avaient exigé de moi des notes parfaites dansaient sous les lumières d'un festival, pendant que des machines me maintenaient en vie. Quand je me suis enfin réveillée, ma gorge me brûlait, et des fils couvraient ma poitrine. Une infirmière a posé mon téléphone à côté de moi. La batterie était presque vide, mais il restait un nouveau message vocal. Ce n'était pas des excuses. Ce n'était pas quelqu'un qui demandait si j'étais en vie. Réponds à ton téléphone. Nous avons besoin de toi maintenant. J'ai reconnu la voix immédiatement. Calme, irritée, et pleine de prétention. Quelque chose, à l'intérieur de moi, est devenu silencieux. J'ai souri, j'ai appuyé sur supprimer, et j'ai regardé le message disparaître. Il ne savait pas que l'hôpital avait enregistré chaque appel sans réponse. Il ne savait pas que quelqu'un avait réussi à joindre mon grand-père. Plus important encore, il ne savait pas que j'avais survécu juste assez longtemps pour découvrir ce qu'il m'avait pris, ou ce qui se passerait, lorsque je refuserais de les sauver. Avant de vous dire pourquoi ils ont soudainement eu besoin de moi, et ce qui s'est passé après avoir supprimé ce message vocal, dites-moi quelle heure il est, là où vous êtes. D'où regardez-vous cette vidéo? Et quel temps fait-il chez vous aujourd'hui? Je suis curieuse de voir jusqu'où l'histoire de Julia va voyager. L'infirmière, qui m'avait tendu le téléphone, s'est présentée sous le nom de Marisol Vega. Elle ne m'a pas fait ce sourire prudent, que les adultes utilisent, lorsqu'ils pensent qu'un adolescent est trop fragile pour entendre la vérité. Elle a vérifié le moniteur, m'a demandé d'évaluer la pression dans ma poitrine, et m'a expliqué que j'avais souffert d'une arythmie dangereuse, provoquée par l'épuisement, la déshydratation, et un problème de santé que personne n'avait détecté auparavant. J'avais passé 3 jours sous forte sédation, pendant que l'équipe de cardiologie me stabilisait. Le directeur de l'école avait pris place dans l'ambulance. Mon conseiller d'orientation était resté jusqu'à minuit. Ma famille, elle, n'était pas venue du tout. Quand j'ai demandé si l'hôpital avait vraiment appelé 48 fois, Marisol a regardé la tablette dans sa main, et a dit, 48 tentatives documentées sur 3 numéros différents. Nous avons aussi laissé des messages. Puis, elle a fait une pause. Un seul appel a été pris. Cette simple phrase a fait plus mal que les 47 autres. Marisol ne pouvait pas divulguer tout ce qu'il y avait dans le dossier sans la présence du médecin, mais elle n'en a pas eu besoin. J'ai vu la réponse sur son visage. Plus tard, le médecin traitant a lu la note à haute voix, car j'étais la patiente, et j'avais le droit de savoir. À la 7e tentative, une femme avait répondu. La personne s'est identifiée comme étant ma mère. L'infirmière lui a expliqué que je m'étais effondrée, que mon rythme cardiaque était instable, et qu'un membre adulte de la famille devait venir immédiatement. Ma mère a répondu qu'ils étaient hors de la ville, que j'avais toujours été dramatique sous la pression, et que l'hôpital devrait s'en occuper jusqu'au matin. Elle a ensuite demandé si l'appel pouvait attendre, car la musique était trop forte. L'appel a duré 53 secondes. Les souvenirs me sont revenus, par flash brisé. Ma mère, corrigeant l'angle de mon chapeau de diplômé, pour une photo qu'elle a postée avant de partir. Mon père, me rappelant que la famille avait déjà dépensé assez pour ma dernière année de lycée, et que je devais être reconnaissante. Mon frère aîné, riant quand j'ai demandé si l'un d'eux pouvait rester pour la cérémonie. Tu feras un autre discours un jour, a-t-il dit. C'est peut-être ma seule chance de rencontrer un producteur. Leurs projets les plus importants n'étaient pas simplement un festival.
Mon frère, Ryan, avait payé pour un concert privé pendant le week-end à Nashville, et mes parents l'avaient traité comme le lancement d'un empire familial. Ma remise de diplôme était programmée en même temps que sa répétition. Ils l'ont choisi, sans aucune hésitation. Papy Thomas est arrivé cet après-midi-là, sans apporter de fleurs, portant seulement un sac de voyage en toile, et affichant une expression que je n'avais jamais vue chez lui auparavant. Il était le père de ma mère, un auditeur bancaire à la retraite, qui pesait ses mots si soigneusement, que le silence semblait souvent être sa langue maternelle. Il s'est assis à côté de moi, a tenu ma main, et s'est excusé. Pas pour avoir manqué la remise des diplômes. Il rendait visite à un ami dans le Kentucky, et avait fait le chemin du retour dès que l'école l'avait contacté, mais il s'excusait pour quelque chose de bien plus grand. J'aurais dû remarquer ce qu'il faisait, a-t-il dit. Je me disais qu'ils étaient simplement négligents. Mais la négligence ne nécessite pas de falsifier des signatures. Je l'ai dévisagé, certaine que les médicaments avaient déformé ses paroles. Il a ouvert le sac, et en a sorti une chemise rouge. À l'intérieur, se trouvaient des copies de relevés d'un fonds de placement pour l'éducation, que feu ma grand-mère avait créé pour moi. Je savais que ce fonds existait, mais mes parents disaient toujours qu'il était modeste, et inaccessible jusqu'à mes 21 ans. Le premier relevé affichait un solde de 112 416 $, 18 mois plus tôt. Le plus récent affichait 9 716 $. Des virements avaient été effectués vers une entreprise appartenant à mon père, vers un compte de carte de crédit utilisé par ma mère, et vers un fournisseur de divertissement de Nashville, lié au concert de Ryan. 3 retraits portaient des autorisations électroniques à mon nom. Je ne les avais jamais vus. Le message vocal prenait soudainement tout son sens. Ils n'avaient pas besoin de savoir si je pouvais respirer sans oxygène. Ils avaient besoin de ma voix, car le service des fraudes de la banque avait gelé le dernier virement, après que mon grand-père ait signalé des irrégularités. Mes parents voulaient que je confirme, de ma propre voix, que j'avais autorisé les retraits. Si je refusais, le paiement en attente pour le concert de Ryan serait annulé. Leur compte professionnel serait verrouillé, et la banque pourrait enquêter sur chaque transaction. Ils avaient ignoré 48 appels de l'hôpital. Mais, quand leur argent a cessé de circuler, ils se sont souvenus que j'existais. Mon grand-père a admis qu'il avait soupçonné une utilisation abusive des mois auparavant, mais qu'il avait hésité, car affronter ma mère signifiait admettre pendant combien de temps il l'avait laissé faire. Il y a des années, après la mort de ma grand-mère, il avait nommé mes parents co-administrateurs, car il croyait que la supervision familiale me protégerait. Lorsque de petits retraits sont apparus, ils ont prétendu que l'argent couvrait des cours de soutien, des voyages scolaires, et des frais médicaux. Il a accepté des explications, qu'il n'aurait jamais acceptées de la part d'un client. Je voulais la paix, a-t-il dit. Ils ont utilisé cette paix comme couverture. Ses aveux le faisaient moins ressembler au sauveur parfait dont j'avais besoin, et plus à un homme imparfait, qui choisissait enfin le courage. Étrangement, cela m'a poussé à lui faire encore plus confiance. Mon téléphone a vibré de nouveau. Cette fois, c'était un texto de ma mère. Nous savons que tu es réveillé. Appelle-nous, avant de rendre la situation encore pire. Un deuxième message est apparu, venant de mon père. La banque comprend mal un arrangement familial. Une seule conversation réparera tout. Puis, Ryan a écrit, ne détruis pas mon avenir, juste parce que tu es sous le coup de l'émotion. J'ai lu chaque message une seule fois. J'ai pris des captures d'écran, je les ai transférées à une nouvelle adresse email, et j'ai posé le téléphone face vers le bas. Pour la première fois de ma vie, je ne me suis pas précipitée pour m'expliquer. J'ai demandé à mon grand-père d'appeler un avocat, et j'ai demandé à Marisol, comment obtenir le journal de communication complet de l'hôpital. Les machines autour de moi ne sonnaient plus comme la preuve que j'avais été abandonnée. Elles résonnaient comme des témoins. Dès le lendemain matin, la première version de l'histoire familiale s'était déjà propagée. Ma tante m'a envoyé un texto, disant que mes parents étaient dévastés, et rentraient à la maison le plus vite possible. Un cousin m'a dit que je devais arrêter de punir tout le monde, pour un simple malentendu. Ryan a posté un écran noir sur les réseaux sociaux avec les mots « Urgence familiale ». Veuillez respecter notre vie privée, suivi,
10 minutes plus tard, d'une vidéo prise lors d'une fête sur un toit. En arrière-plan, ma mère riait, avec une coupe de champagne à la main. L'horodatage montrait que la vidéo avait été filmée 14 heures après le premier appel de l'hôpital. Il ne se précipitait pas pour rentrer à la maison. Il sauvait les apparences. Ce schéma m'était familier. Chaque fois que mes parents me blessaient, ils devenaient les victimes de ma propre réaction. Quand j'avais 14 ans, mon père a oublié de venir me chercher après un tournoi de débat, et m'a laissé devant l'école jusqu'à presque minuit. Le lendemain, il a dit à nos proches que j'avais manqué de communication. Quand j'avais 16 ans, ma mère a utilisé l'argent de mon emploi d'été pour payer la voiture de Ryan, et a dit que j'étais égoïste, quand j'ai demandé quand elle me le rendrait. À 17 ans, j'ai remporté un prix académique à l'échelle de l'État, et mes parents ont transformé le dîner de célébration en une annonce concernant les projets musicaux de Ryan. Je m'étais entraînée à survivre en étant utile, silencieuse, et suffisamment brillante, pour les rendre fiers à distance. Avais-je un jour été leur fille, ou étais-je seulement la preuve bien lisse, qu'ils étaient de bons parents? Mon grand-père et moi avons rencontré une avocate nommée Evelyn Park, lors d'un appel vidéo sécurisé, depuis ma chambre d'hôpital. Elle a parlé de manière franche. Parce que j'avais 18 ans, les administrateurs n'avaient plus le pouvoir discrétionnaire de faire de nouveaux retraits sans mon consentement éclairé, même si la distribution finale était retardée jusqu'à mes 21 ans. Si mes signatures avaient été falsifiées, l'affaire pourrait impliquer une fraude, un manquement à l'obligation fiduciaire, et un vol d'identité. Elle m'a conseillé de ne menacer personne, de ne pas publier d'accusations en ligne, et de n'accepter aucune réunion de famille privée sans un témoin. Les preuves d'abord, a-t-elle dit. Les émotions ensuite. Je l'ai tout de suite apprécié. Nous avons établi une chronologie. À 9h07, ma mère a posté une photo du programme de ma remise des diplômes, avec la légende, tellement fière de notre major de promotion. À 9h24, elle a publié un selfie sur l'autoroute, avec mon père et Ryan, en direction de Nashville. À 10h51, je me suis effondrée. Le premier appel de l'hôpital est parti à 11h03. Ma mère a répondu à 11h26, et a minimisé l'urgence. À 13h14, mon père a utilisé un compte lié au fonds de placement, pour payer le solde final de $18 000, pour le concert privé de Ryan. À 16h39, l'hôpital a laissé son 30e message. À 17h02, mes parents sont apparus dans la diffusion en direct de Ryan, en train de danser près de la scène principale. Au cours des 2 jours suivants, ils ont ouvert les messages vocaux de l'hôpital, rejeté des appels, et continué à publier des photos. Les relevés financiers étaient encore pires. Mes parents n'avaient pas dépensé l'argent du fonds uniquement pour Ryan. Ils l'avaient utilisé pour maintenir à flot l'entreprise de location événementielle en difficulté de mon père, payer des taxes foncières en retard, acheter des laissez-passer VIP pour le festival, et couvrir une intervention dentaire esthétique, que ma mère avait qualifiée de médicalement nécessaire. Ils avaient également ouvert une carte de crédit en utilisant mon numéro de sécurité sociale, peu de temps après mon 18e anniversaire. Le solde s'élevait à $14 680. Chaque mois, ma mère effectuait le paiement minimum depuis mon compte courant, ce même compte où mes bourses d'études et mes salaires à temps partiel étaient déposés. Mon excellente cote de crédit avait été bâtie, sur des dettes dont j'ignorais l'existence. Mon grand-père semblait physiquement malade, pendant qu'Evelyn donnait ses explications. Il avait passé sa carrière à mettre les gens en garde contre la manipulation financière, et pourtant, cela s'était produit au sein de sa propre famille. Il a demandé s'il pouvait me rembourser immédiatement. J'ai dit non. L'argent venant de lui pourrait me mettre à l'abri, mais cela permettrait aussi à mes parents d'échapper aux conséquences de ce qu'ils avaient fait. J'avais besoin que les comptes soient gelés, que la dette falsifiée soit contestée, et que la vérité soit documentée. Je n'étais pas intéressée par l'idée de les ruiner. Ce qui m'intéressait, c'était de refuser d'être la prochaine chose qu'ils allaient ruiner. À midi, mes parents sont finalement arrivés à l'hôpital. Je l'ai su avant même que la porte ne s'ouvre, car j'ai entendu ma mère se disputer avec la sécurité. Elle exigeait d'avoir accès à son enfant, et affirmait que le personnel avait omis de l'informer.
Mon père a dit à quelqu'un qu'il était un administrateur autorisé, et a menacé de poursuites judiciaires. Ryan se plaignait, disant qu'il avait un vol à prendre. Tous les trois étaient revenus, non pas parce qu'un médecin avait dit que j'avais failli mourir, mais parce que la banque leur avait donné jusqu'à 17 heures, pour obtenir ma confirmation. J'ai demandé à la sécurité de ne laisser entrer que ma mère et mon père, avec mon grand-père et Marisol présents dans la pièce. Quand ils sont entrés, ma mère s'est précipitée vers le lit, les bras ouverts. J'ai levé une main. Elle s'est arrêtée, comme si je l'avais frappée. Mon père a posé un dossier sur la table amovible et a dit « Nous pourrons gérer les sentiments, après avoir réglé le problème financier. » Et voilà. La hiérarchie de leurs préoccupations, énoncée sans aucune honte. Le document était une autorisation rétroactive, déclarant que j'avais approuvé chaque retrait du fonds, à des fins éducatives et de soutien familial. Il prétendait également que la carte de crédit avait été ouverte à ma demande, pour m'enseigner la responsabilité financière. Ma mère a poussé un stylo vers moi, et a baissé la voix. « Signe ça, et nous pourrons tous rentrer à la maison. » J'ai regardé la femme, qui avait dit à une infirmière des soins intensifs, de se débrouiller avec moi jusqu'au matin. Puis, j'ai regardé l'homme, qui avait payé 18 000 $ pour une fête, pendant que les médecins essayaient de stabiliser mon cœur. « Vous avez déjà utilisé mon nom, ai-je dit. Vous n'aurez pas ma signature en plus. » L'expression de mon père s'est durcie. Ma mère a commencé à pleurer, mais aucune larme n'a coulé sur ses joues. Ryan a crié depuis le couloir, disant que je détruisais tout. Mon grand-père s'est levé, a ouvert la porte, et a dit à la sécurité que la réunion était terminée. Alors que mes parents étaient escortés vers la sortie, ma mère s'est retournée et a chuchoté « Tu n'as aucune idée de ce qui arrivera à cette famille si tu refuses. » Je le savais très bien. Et pour la première fois, c'était exactement le but. Refuser de signer n'a pas généré des excuses. Cela a déclenché une véritable campagne de dénigrement. Avant même que la sécurité n'ait escorté mes parents hors du bâtiment, ma mère avait appelé 3 proches, pour leur dire que j'étais confuse à cause des médicaments. Dès le soir, les discussions de groupe de la famille se sont remplies de messages sur le pardon, la loyauté, et le danger de prendre des décisions permanentes, sous le coup de l'émotion. Personne ne s'est demandé pourquoi une jeune fille de 18 ans, en convalescence après des soins intensifs, s'était vue présenter un document juridique. Personne ne s'est demandé pourquoi mes parents avaient besoin de ma signature, avant d'avoir besoin de me tenir la main. Ma tante a appelé mon grand-père, et l'a accusé de me monter contre ma mère. Mon père a envoyé un email à Evelyn, affirmant que les retraits étaient de simples remboursements pour m'avoir élevée. Ryan m'a envoyé un message vocal de 4 minutes, disant que des centaines de personnes avaient travaillé sur son concert, et que je serais responsable s'il perdait de l'argent. Il n'a pas mentionné que le concert avait été financé par le fonds de ma grand-mère. Il a dit que j'avais toujours été jalouse de son talent. J'ai sauvegardé le message dans le dossier d'épreuve. Evelyn a agi rapidement. Elle a envoyé des avis de conservation des preuves à la banque, à la société de cartes de crédit, et à l'entreprise de mon père. L'hôpital a fourni un journal d'appel certifié, montrant chaque tentative, chaque message vocal, et la note concernant l'appel répondu. Mon école a fourni le rapport d'urgence, ainsi que les images de sécurité, montrant les sièges vides de ma famille, et les ambulanciers m'emportant hors de la scène. Les publications publiques de ma mère ont fourni le reste. Elle avait documenté sa propre indifférence, dans des détails vifs et filtrés. La banque a annulé le paiement en attente de 18 000 $ pour le concert, et a gelé les actifs restants du fonds de placement. La salle de Ryan a annulé son événement privé, lorsque la compte a disparu. Il a publié un message, disant qu'un parent vindicatif avait saboté sa carrière. En quelques heures, des étrangers m'attaquaient en ligne, sans même connaître mon nom. Ma mère m'a transféré plusieurs commentaires, et a écrit « Regarde ce que tu as provoqué ». J'ai failli répondre. Puis, je me suis souvenu du conseil d'Evelyn, et je n'ai rien fait. Autrefois, le silence était le rôle que ma famille m'avait assigné. Maintenant, c'était devenu une stratégie. Le jour de ma sortie de l'hôpital, mes parents ne sont pas venus. Mon grand-père m'a conduite jusqu'à sa petite maison en briques à Franklin,
où il avait déjà vidé le bureau du rez-de-chaussée, et placé un nouveau matelas près de la fenêtre. La chambre était simple, mais rien à l'intérieur n'avait été choisi à mes dépens. J'ai dormi pendant 16 heures. À mon réveil, j'ai trouvé un carnet sur le bureau, avec un mot de mon grand-père. Écris ce qui s'est passé, avant que quelqu'un ne te convainque du contraire. J'ai commencé par l'hôpital. Ensuite, j'ai écrit sur les années qui ont précédé. J'ai écrit sur les anniversaires reportés pour les répétitions de Ryan. Les prix scolaires, transformés en annonces pour ses propres succès. Et chaque fois, où mes parents avaient emprunté de l'argent sans jamais le rendre. J'ai écrit sur cette règle silencieuse, selon laquelle je devais être excellente, mais ne jamais déranger personne. Le carnet ne m'a pas fait me sentir plus forte immédiatement. Il m'a rendue furieuse. Cette colère m'a effrayée, jusqu'à ce que mon cardiologue m'explique que le stress aggraverait mon rétablissement, et me recommande de consulter un psychologue. La thérapeute que j'ai rencontrée 2 jours plus tard, le docteur Naomi Ellis, m'a dit que la colère n'était pas un ordre. C'était une information. Elle vous indique qu'une limite a été franchie. Elle a ajouté, votre travail, c'est de décider ce qui vous protège. À présent, ce qui me protégeait, c'était la distance. J'ai changé mes mots de passe, transféré mon numéro de téléphone sur un compte séparé, gelé mon crédit, et fait réexpédier mon courrier. Evelyne m'a aidé à soumettre un rapport d'usurpation d'identité, et des contestations officielles. Mon grand-père a retiré mes parents de la liste des utilisateurs autorisés, sur chaque compte qu'il contrôlait. J'ai contacté l'université de Vanderbilt, où j'avais accepté une bourse d'études complète, et j'ai expliqué que ma convalescence médicale pourrait retarder mon intégration. Le doyen a fait preuve de flexibilité, et m'a mis en contact avec le service de logement d'urgence. Chaque étape pratique m'a semblé bien plus puissante, que n'importe quel discours que j'aurais pu crier au visage de mes parents. Puis, la menace a changé de forme. Mon père est arrivé à la maison de mon grand-père, après la tombée de la nuit, et s'est garé en travers de l'allée. Il n'a pas frappé à la porte au début. Il est resté assis dans son camion, les phares braqués sur les fenêtres, et m'a appelé 12 fois. Lorsque mon grand-père est sorti, mon père l'a accusé de lui voler sa fille, et de détruire l'entreprise familiale. J'ai observé, depuis l'arrière du rideau, les 2 hommes se faire face, sous la lumière du porche. Mon grand-père n'a pas crié. Il a dit à mon père que l'argent du fonds n'avait jamais été à lui, que mon identité n'avait jamais été la sienne, et que l'accès à moi n'était pas un droit acquis. Mon père a répondu que tout le monde, dans la famille, avait bénéficié des sacrifices qu'il avait faits. Mon grand-père lui a alors demandé de nommer un seul sacrifice, qui n'avait pas été payé par quelqu'un d'autre. Mon père n'a eu aucune réponse. Avant de partir, il a crié que mes parents préparaient une célébration publique, en l'honneur de l'obtention de mon diplôme. Ils avaient déjà invité des proches, des clients, des responsables de l'école, et des donateurs locaux. Si je refusais d'y assister, a-t-il dit, tout le monde verrait à quel point j'étais ingrate. Si j'y assistais, ils avaient l'intention de se présenter, comme les parents qui avaient façonné une major de promotion, malgré une crise médicale difficile. Leur activité secondaire de conseil en admission universitaire dépendait de cette image. Ils allaient utiliser mon effondrement médical comme un argument marketing. Après la disparition de son camion, mon grand-père a demandé s'il devait faire annuler l'événement. J'ai ouvert mon carnet, et j'ai regardé la chronologie que nous avions construite. Non, ai-je répondu, laisse-les inviter tout le monde. Pour la première fois depuis mon réveil à l'hôpital, je savais exactement où la vérité avait besoin d'être entendue. L'invitation est arrivée le lendemain matin. Ma photographie remplissait la page de couverture. Julia Bennett, major de promotion, survivante, source d'inspiration. En dessous, mes parents avaient écrit qu'ils organisaient une soirée sur le sacrifice familial, l'excellence académique et la résilience. Les billets coûtaient 75 $, et les bénéfices étaient censés soutenir les étudiants locaux. Le logo de l'entreprise de conseil de ma mère apparaissait en bas, à côté de celui de l'entreprise événementielle de mon père. Ryan était répertorié, comme l'artiste principal. Ils avaient transformé ma remise de diplôme, mon hospitalisation, et même mon silence,
en un produit commercial. Evelyne a fait des recherches sur l'événement et a découvert qu'aucun fonds de bourse d'études n'avait été enregistré. Les paiements des billets allaient directement sur le compte professionnel de mon père. Plusieurs sponsors avaient contribué, car mes parents affirmaient que j'allais y annoncer un nouveau programme de mentorat. Le directeur de mon école avait accepté de prendre la parole, parce qu'il croyait que l'événement aiderait à payer mes frais médicaux. Le mensonge était plus grand que ce à quoi je m'attendais, mais cela créait aussi un choix évident. Nous pouvions envoyer des avis juridiques en privé et tout annuler, ou nous pouvions permettre aux personnes trompées d'entendre la vérité de ma propre bouche. Evelyne m'a prévenu qu'une confrontation publique pourrait être émotionnellement brutale. Le docteur Ellis m'a demandé si je cherchais la responsabilisation ou l'humiliation. J'ai longuement réfléchi, avant de répondre. La responsabilisation, ai-je dit. Mais j'en ai fini de les protéger de l'embarras, causé par leurs propres actions. Nous nous sommes préparés sans rien dire à mes parents. Evelyne a contacté la salle de réception et a expliqué que je serais présente avec mon avocate. Le gérant a accepté de conserver les registres de paiement et de nous laisser utiliser le système de présentation vidéo, si jamais j'étais invitée sur scène. Le directeur de l'école a fourni une autorisation écrite pour utiliser le rapport d'urgence de la cérémonie de remise des diplômes. Marisol a accepté de rédiger une déclaration confirmant les tentatives de l'hôpital, sans divulguer de détails médicaux privés. Mon grand-père a rassemblé les relevés du fonds de placement, dans un format que des personnes ordinaires pouvaient facilement comprendre. J'ai écrit mon discours, je l'ai supprimé, et je l'ai réécrit. Cette fois-ci, je n'ai pas écrit comme une major de promotion essayant d'inspirer tout le monde. J'ai écrit comme un témoin. 2 jours avant la célébration, ma mère est venue seule, à la maison de mon grand-père. Elle paraissait plus petite sans public pour l'admirer, mais elle portait toujours la même chemise en cuir que celle de l'hôpital. Mon grand-père l'a laissée s'asseoir dans le salon, pendant que je restais près de la porte. Elle a dit qu'elle avait fait des erreurs, parce que la famille subissait une forte pression financière. Elle a dit que l'opportunité de Ryan aurait pu changer toutes nos vies. Elle a affirmé que mon fonds de placement était l'argent de la famille, à tous les égards importants. Quand je lui ai demandé pourquoi elle avait ignoré l'hôpital, elle a fixé le sol. Nous pensions que tu t'étais évanoui à cause du stress, a-t-elle dit. L'infirmière t'a pourtant dit que mon rythme cardiaque était instable. Tu as dit que la musique était forte. Que tu n'avais pas compris. Mais, tu as ouvert les messages vocaux suivants. Elle a alors levé les yeux, non pas honteuse, mais irritée que j'aie ces détails. Ton père a dit que les médecins rappelleraient si c'était vraiment grave. Ils l'ont fait, ai-je répondu, 47 fois de plus. Pendant plusieurs secondes, aucune de nous n'a parlé. Puis, elle a fait glisser le dossier vers moi, et m'a proposé un nouvel accord. Si je signais une déclaration autorisant les retraits du fonds, mes parents fermeraient la carte de crédit, rembourseraient la moitié de l'argent sur 10 ans, et s'excuseraient publiquement d'avoir manqué la remise des diplômes. En échange, je retirerais la plainte pour fraude, et j'assisterais à la célébration, dans le rôle de la fille reconnaissante qu'ils avaient annoncée. J'ai demandé si le remboursement incluait les intérêts. Elle a cligné des yeux. J'ai demandé si Ryan rendrait l'équipement, acheté avec mon argent. Sa bouche s'est crispée. J'ai demandé s'ils admettraient qu'elle avait répondu à l'hôpital, et choisi de ne pas venir. Elle s'est levée si vite, que le dossier est tombé par terre. Tu aimes ça, n'est-ce pas? A-t-elle dit. Tu as enfin du pouvoir, et tu l'utilises pour nous punir. Cette accusation est restée gravée dans mon esprit après son départ. Pendant une heure très inconfortable, je me suis demandé si elle avait raison. Puis, mon grand-père a ramassé l'accord non signé, et a pointé du doigt une clause que j'avais manquée. Elle exigeait que je déclare que toutes mes accusations précédentes résultaient d'une confusion liée à mes médicaments. Ils n'offraient pas de réparer leur tort. Ils me demandaient d'effacer la réalité. Le soir de la célébration, je portais la même robe bleu marine que j'avais prévu de porter sous ma toge de diplômée. Mon incision avait guéri, mais un petit moniteur cardiaque restait caché sous le tissu. Mon grand-père conduisait. Evelyne était assise à côté de moi, avec 2 porte-documents.
Avant que nous n'entrions, j'ai reçu un dernier message de Ryan. Souris, dis merci, et arrête de tout ramener à toi. À l'intérieur, près de 200 personnes se tenaient sous des bannières portant mon visage. Ma mère accueillait les invités, comme si elle avait passé 3 jours au chevet de mon lit d'hôpital. Mon père serrait des mains, près d'une table de don. Ryan testait un microphone sur la scène. Quand ils m'ont vu, un soulagement a traversé leurs 3 visages. Ils croyaient que ma présence signifiait ma capitulation. Ma mère m'a prise dans ses bras, avant que je puisse reculer, et a chuchoté, « Ne fais pas honte à cette famille. » J'ai regardé vers la scène, où un écran affichait les mots, « La famille Bennett, transformer le sacrifice en succès. » Je ne le ferai pas, ai-je chuchoté. Tu t'en es déjà chargé. Le programme a commencé par un montage vidéo, que mes parents avaient créé à partir de mes photos d'enfance. Chaque image montrait une famille souriante. Aucune ne montrait qui avait pris la photo, qui avait payé les frais, ou qui avait attendu seul, une fois la séance terminée. Mon père a pris la parole en premier. Il s'est décrit, lui et ma mère, comme des parents qui avaient tout donné, pour élever 2 enfants surdoués. Ryan a interprété une chanson sur la loyauté. Ensuite, ma mère s'est approchée du micro, et a dit au public, que mon urgence médicale leur avait appris à ne jamais prendre la famille pour acquise. Les gens ont applaudi. Je l'ai regardée, accepter la sympathie des gens, pour une crise qu'elle avait elle-même ignorée. Quand elle m'a invitée sur scène, j'ai avancé lentement, en partie parce que mon cardiologue me l'avait ordonné, et en partie, parce que je voulais que la salle devienne complètement silencieuse. Ma mère m'a tendu le micro, et s'est positionnée à côté de moi pour les photos. J'ai remercié le directeur, les ambulanciers, le personnel de l'hôpital, mon avocate, et mon grand-père. Je n'ai pas remercié ma famille. Le sourire de mon père a commencé à s'effondrer. On m'a demandé de parler de sacrifice ce soir, ai-je dit. Alors, j'ai apporté une preuve de qui les a réellement faits. L'écran derrière nous a changé. Evelyne avait donné au technicien la première diapositive, une simple chronologie, commençant à 10h51, lorsque je m'étais effondrée, et se terminant 3 jours plus tard, à mon réveil. J'ai expliqué que l'hôpital avait appelé ma famille 48 fois. Je n'ai montré aucun numéro de téléphone privé, seulement les horodatages et les résultats. 47 appels sont restés sans réponse. Un seul a été pris, et a duré 53 secondes. J'ai lu la note de l'hôpital, déclarant que ma mère avait été informée d'un rythme cardiaque instable, et qu'elle avait refusé de revenir. La salle n'a pas explosé de colère. Elle est devenue figée. Ce silence était pire pour mes parents que n'importe quel cri. Ma mère a tendu la main vers le micro, mais je me suis reculée. « Tu auras ton tour », ai-je dit. Je n'ai pas eu le mien, lorsque j'étais inconsciente. La diapositive suivante montrait leur publication publique au festival, à côté des heures d'appel de l'hôpital. Les invités ont vu le paiement de mon père pour le concert de Ryan, effectué après le premier message d'urgence. Ils ont vu ma mère danser, après avoir ouvert un message vocal des soins intensifs. Ryan a crié, disant que les captures d'écran étaient sorties de leur contexte. J'ai alors demandé au technicien de jouer le message vocal qu'il m'avait envoyé. Ne détruis pas mon avenir, juste parce que tu es sous le coup de l'émotion. Sa propre voix a rempli la salle de bal. Ensuite, j'ai abordé la question de l'argent. Je n'ai pas affiché les numéros de compte complets, ni fait d'affirmation qu'Evelyne ne pouvait pas prouver. J'ai montré le solde initial du fonds, le solde restant, et les catégories de retrait contestées. J'ai expliqué que des signatures portant mon nom avaient été soumises à mon insu. J'ai expliqué qu'une carte de crédit avait été ouverte en utilisant mon identité. J'ai dit aux donateurs que les paiements des billets, pour cette prétendue collecte de bourse d'études, entraient directement sur le compte de l'entreprise de mon père, et qu'aucun fonds de bourse enregistré n'existait. Le gérant de la salle a immédiatement fermé la table des dons. Le directeur de l'école s'est éloigné de mes parents. Un sponsor a demandé à récupérer son chèque. Un autre a commencé à filmer, mais Evelyne a demandé que personne ne publie rien, avant que les documents ne soient examinés par les autorités.
Mon père s'est précipité sur la scène, et a accusé mon grand-père d'avoir fabriqué les preuves. Mon grand-père n'a pas argumenté. Il a levé l'accord de fiducie original et a dit « J'ai laissé tomber Julia en vous faisant confiance. Je ne la laisserai pas tomber, en cachant ce qui a suivi. » Ma mère a finalement saisi un deuxième microphone. Elle a pleuré, disant que les parents empruntent parfois à un enfant pour en sauver un autre. Elle a dit que Ryan avait une opportunité rare, et que j'avais déjà une bourse d'études complète. Puis, elle a commis l'erreur, qui a mis fin à tous les doutes restants. Julia n'avait pas autant besoin de cet argent que nous. Un murmure a parcouru le public. Ryan l'a dévisagé. Mon père a fermé les yeux. J'avais imaginé me sentir triomphante. Au lieu de cela, je me suis sentie lucide. La vengeance, me suis-je rendu compte, ce n'était pas la salle qui se retournait contre eux. C'était la fin de leur capacité à définir ce qui s'était passé, avec leur propre version des faits. Ce fonds venait de grand-mère, ai-je dit. Ma santé, mon identité, et mon avenir, n'étaient pas des ressources supplémentaires que cette famille pouvait dépenser. Evelyne a annoncé que les dossiers financiers avaient été transmis à l'unité d'enquête de la banque et que des plaintes officielles étaient en attente. Elle a également déclaré que tous les détenteurs de billets recevraient des informations sur les remboursements. Mes parents n'ont pas été arrêtés sur scène, car les véritables conséquences arrivent rarement avec un timing théâtral parfait. Mais les conséquences avaient déjà commencé. Des clients sont partis. Les sponsors se sont retirés. Le représentant du district scolaire a retiré ma mère d'un séminaire pour parents à venir. La salle a confisqué l'équipement lié au paiement contesté, jusqu'à ce que la propriété puisse être vérifiée. Le producteur que Ryan avait invité est parti sans même lui adresser la parole. Mon père m'a suivi dans le couloir et a bloqué la sortie. « Répare ça », a-t-il exigé. « Dis-leur que nous avons réglé ça en privé. » Pendant des années, cet ordre aurait fonctionné. Je me serais excusé pour sa peur, et j'aurais ramené les dégâts à la maison. Cette fois-ci, j'ai sorti mon téléphone, et j'ai passé le seul appel qui comptait. Pas à lui, ni à ma mère. J'ai appelé le policier en poste dans la salle, et j'ai demandé de l'aide pour partir en toute sécurité. C'était le 49e appel de l'histoire, et c'était le tout premier passé par moi-même, et pour moi-même. L'enquête a duré 9 mois. Pendant ce temps, j'ai commencé l'université avec un semestre de retard, j'ai suivi une rééducation cardiaque, et j'ai appris que la guérison était bien moins spectaculaire que la confrontation. Cela ressemblait à des alarmes pour mes médicaments, des rendez-vous de thérapie, des rapports de crédit contestés, et des matins où la famille que j'aurais aimé avoir, me manquait. Mais, ressentir ce manque, ne signifiait pas que je devais retourner vers eux. La banque a confirmé que mes signatures électroniques avaient été copiées à partir d'un vieux formulaire scolaire. La société de cartes de crédit a supprimé le compte frauduleux de mon dossier. Grâce à un règlement au civil, les fonds restants du placement m'ont été restitués. Mes parents ont transféré leur part de la propriété de ma grand-mère pour rembourser une partie de la perte, et mon père a vendu son équipement événementiel pour couvrir des restitutions supplémentaires. Leurs entreprises de conseil et d'événementiel ont fermé, après le retrait de leurs clients. Ma mère a démissionné de 2 conseils d'administration communautaire. Ryan a vendu le matériel d'enregistrement, acheté avec l'argent du fonds, et a déménagé à Los Angeles, sans le concert ou le producteur qu'il espérait. Aucun d'eux n'est allé en prison, mais ils ont perdu l'image, l'accès, et le contrôle financier, qu'ils avaient chéri bien plus que moi. Mes parents ont envoyé des lettres d'excuses par l'intermédiaire d'Evelyne. Mon père a écrit qu'il avait eu peur de tout perdre. Ma mère a écrit qu'elle espérait que son rôle de mère comptait encore pour quelque chose. Ryan n'a écrit que 3 phrases, parlant uniquement de la carrière qu'il croyait que je lui avais volée. J'ai lu les lettres une fois, et je les ai placées dans une boîte, avec l'autorisation non signée. Je n'ai pas répondu. Le pardon, s'il devait un jour arriver, ne serait en aucun cas une permission de revenir dans ma vie. Mon grand-père a également fait face à des conséquences, bien que différentes. Il s'est excusé sans me demander de le réconforter, a payé ses propres frais de justice, et a suivi une thérapie,
pour comprendre pourquoi il avait ignoré les signes avant-coureurs. Il ne s'est jamais qualifié comme étant mon sauveur. Il a simplement continué à être là pour moi. Lorsque j'ai donné ma première présentation à Vanderbilt, il était assis au premier rang, 20 minutes en avance. Avec une partie du règlement, j'ai créé une petite bourse d'urgence via l'université, pour les étudiants confrontés à l'usurpation d'identité, ou à des violences financières au sein de leur foyer. Nous l'avons appelé le Fonds 48. Ce numéro n'appartenait plus seulement aux appels que ma famille avait ignorés. Il représentait 48 chances, pour une institution, un professeur, une infirmière, un ami, ou un survivant, de continuer à essayer. À l'anniversaire de ma remise de diplôme, l'école m'a invité à revenir, pour parler à la nouvelle promotion de terminale. Je me suis tenue sur cette même scène où je m'étais effondrée, mais je ne leur ai pas dit que la force signifiait ne jamais avoir besoin de personne. Je leur ai dit l'inverse. La force, c'était de reconnaître qui répondait présent, qui continuait d'appeler, et qui n'apparaissait que lorsqu'ils voulaient quelque chose. Je leur ai dit que la réussite ne pouvait pas acheter l'amour, et que la loyauté n'exigeait pas de sacrifier les preuves, l'argent, la santé, ou la dignité. Lorsque les étudiants se sont levés pour applaudir, j'ai regardé les 3 sièges vides, que ma famille aurait autrefois occupés. Cette fois-ci, ils ne ressemblaient plus à une blessure. Ils ressemblaient à de l'espace, à de la liberté. 1 an après la remise des diplômes, ma mère a appelé depuis un numéro inconnu. J'ai regardé le téléphone sonner, et je n'ai ressenti aucune colère, seulement de la certitude. Je l'ai laissé s'arrêter. Ensuite, je suis entrée dans un atelier, où 12 étudiants attendaient d'apprendre comment geler leur crédit, protéger leurs documents, et demander de l'aide sans aucune honte. Ma famille a cru un jour, que mon succès leur appartenait, et que ma douleur pouvait être ignorée. Ils avaient tort sur les 2 points. Je n'ai pas gagné parce qu'ils ont souffert. J'ai gagné, parce qu'ils ne pouvaient plus dépenser mon argent, réécrire mes souvenirs, ou me convoquer, chaque fois qu'ils avaient besoin d'être sauvés. Le message vocal disait « Réponds à ton téléphone. Nous avons besoin de toi maintenant ». Le supprimer n'était pas la fin de ma famille. C'était le début de ma propre vie.